Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre avec Lamia Essemlali. Lamia Essemlali est non seulement à la tête, mais elle est aussi la cofondatrice de Sea Shepherd France et la co-directrice de Sea Shepherd Global pour l'international. Sea Shepherd, c'est l'ONG fondée en 1977 par le capitaine Paul Watson, qui était déjà l'un des cofondateurs de Greenpeace. Sea Shepherd est une ONG dédiée à la protection des océans. J'ai eu envie de rencontrer Lamia Essemlali parce que je suis tombée sur une vidéo sur le net dans laquelle elle s'insurgeait contre le massacre des dauphins. J'ai été étonnée de découvrir que cette jeune femme était à la tête de la branche française de Sea Shepherd et qu'elle l'avait co-créée. J'ai fait quelques recherches et j'ai été tout aussi surprise de l'entendre raconter ses premières missions en mer, en Antarctique, lorsqu'un baleinier leur a foncé dessus et que sa dernière heure semblait avoir déjà sonné. J'ai lu Earth Force, le manuel de l'éco-guerrier du capitaine Watson, paru en français chez Actes Sud. J'ai cherché à comprendre pourquoi il avait été controversé et je l'ai trouvé à sa façon, plutôt assez sympathique et assez raisonnable. L'urgence dans laquelle nous, l'humanité, nous retrouvons aujourd'hui face au déclin dramatique de la biodiversité et au changement climatique, pour ne citer que ces enjeux, nécessite des actions d'envergure pour provoquer des prises de conscience et des changements de société. Lamia Essemlali, bonjour. Bonjour. On va aujourd'hui parler de Sea Shepherd. J'aimerais savoir qu'est-ce qui a éveillé votre sensibilité à la nature, à la mer, dans votre enfance ? Je pense que j'étais une petite fille comme beaucoup d'autres, comme beaucoup d'enfants, avec une attirance assez naturelle et instinctive pour les animaux, avec une empathie peut-être encore plus développée, parce que je me souviens que même dans mes jeunes années, j'étais toujours un peu celle qui était la plus touchée par le petit oiseau blessé tombé du nid. Voilà, moi, ça m'empêchait de continuer ma journée normalement. Je restais très, très bloquée là-dessus. Je me mettais systématiquement à sa place, en fait. Et c'est vrai que j'avais du mal à comprendre l'indifférence qui pouvait entourer ça. Après, moi, j'ai grandi en banlieue parisienne, donc très bétonnée, très loin de la mer pour le coup. Oui, et de la nature peut-être ? Et de la nature, oui. Quand on avait un carré d'herbe, on était content. Mais c'est vrai que j'avais la chance quand même tous les étés d'aller au Maroc sur la façade atlantique, où là, pour le coup, c'est le grand océan. Le contraste était très très fort avec mon retour en banlieue parisienne en septembre qui coïncidait systématiquement avec une grosse période de déprime. Oui. J'avais d'un côté le béton cloisonnant, moche, qui étouffe vraiment l'esprit et l'âme en fait. Mais ça, c'est quelque chose que je perçois mieux avec le recul, que j'identifiais pas trop à l'époque. Et ce contraste avec la liberté et le monde sauvage de l'Atlantique. Donc je me suis un peu construite avec ces deux univers diamétralement opposés. Et mon intérêt, mon amour de la nature, je pense, est beaucoup venu de mon amour des animaux. J'ai fait le lien, en fait, je suis devenue écologiste après coup, en fait, de manière logique. Mais j'ai pas grandi dans un environnement où on parlait d'écologie. Autour de moi, il n'y avait vraiment aucune sensibilité là-dessus. Et voilà, dans mon entourage, j'avais personne qui était engagé ou qui avait ne serait-ce qu'un discours écologiste. Oui, qui aurait pu vous influencer, pas du tout. Pas du tout. Par contre, j'avais une mère qui m'a sensibilisée quand même à la souffrance animale, mais qui était en même temps très contradictoire, parce que je me souviens qu'elle a quand même, c'est assez violent, mais elle a quand même égorgé mon petit lapin devant moi. Et dans le même temps, pour le cuisiner ? Pour le manger. Voilà, et j'avais 5 ans, et je la revois cette scène. Et je me rends compte aujourd'hui avec le recul à quel point ça peut être traumatisant. Et je pense que je l'avais même, je crois, un peu occulté. Ce dont je me souvenais davantage, c'est qu'elle m'avait amené un bébé lapin. Alors c'était pas le même, mais elle m'avait amené un bébé lapin qu'elle m'avait donné comme animal de compagnie.
J'étais petite, là encore, je devais avoir autour de 5-6 ans. Et en fait, comme une enfant de 5-6 ans, je ne sais pas m'occuper d'un être vivant toute seule. Et j'ai eu cette super idée de lui donner un bain. Sauf que je lui ai donné un bain d'eau froide et il en est mort. Et j'étais tellement triste le lendemain matin quand il est mort. Et je me suis assez vite en fait rendu compte, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on m'a laissé ce petit lapin pourquoi est-ce qu'on m'a... Alors que vous n'étiez pas capable de le maintenir en vie. De toute évidence, aujourd'hui, ça ne me viendrait pas à l'esprit de confier à un enfant qui n'est pas capable de prendre soin de lui-même. Oui, et voilà. Et en fait, j'en ai voulu aux adultes, à ma mère, et puis moi j'étais dans ma famille à ce moment-là. Il y avait beaucoup d'adultes autour de moi, il y avait ma grand-mère, des tantes, et il n'y a eu personne pour se soucier en fait, ou surveiller ce que cet enfant de 5 ans allait faire de ce bébé lapin, qui était un bébé. Et je me suis dit, quand même, en fait, on me l'a confié comme on m'aurait donné un jouet. Voilà. Oui. Mais peut-être que la vie de ce lapin, pour eux, n'avait pas non plus autant d'importance que pour vous. De toute évidence, elle n'avait pas l'importance qu'elle avait pour moi. Mais moi, j'ai été assez traumatisée par ça. Il y a eu d'autres animaux, à part les lapins, dans votre entourage qui vous ont sensibilisé? Les chats au Maroc, qui étaient... très maltraités, les chats, les ânes, les chevaux. En fait, il y a une souffrance qui est plus affichée là-bas. Donc, on est dans la rue et on voit des ânes ou des chevaux avec des blessures horribles et des mecs qui leur enfoncent des bâtons dans leurs blessures pour les faire avancer. Ces choses-là, elles me révulsaient. C'est des choses que je ne voyais pas en France parce qu'en France, on cache mieux tout ça. Là-bas, c'était décomplexé. Mais je me souviens, paradoxalement, de ma mère qui engueulait ceux qui tapaient leurs chevaux en leur disant que c'était pas bien, que c'était les faire souffrir inutilement, etc. Et puis à côté de ça, voilà, qui égorge mon petit lapin devant moi. Oui, c'est très, très bizarre. Je me suis pas encore trop penchée là-dessus. mais voilà, mes premiers souvenirs en tout cas de souffrance animale, ils sont au Maroc. Et très vifs, donc. Oui, ils m'ont profondément marquée, et c'est surtout le fait que... là encore, j'ai été autant marquée par la souffrance que par l'indifférence que ça pouvait susciter, en fait. Oui, c'est intéressant par rapport à aujourd'hui, à votre engagement aujourd'hui, parce que je pense que souvent, j'ai l'impression souvent, là, et j'interviewe aussi pas mal de personnes engagées, qu'il y a un moment, il y a une révolte contre l'indifférence. Oui. En fait, ça allume en moi un brasier, c'est insupportable. Et du coup... ça donne une forme de rage, une révolte contre l'injustice, en fait. Et adolescente, vous aviez une fibre engagée déjà ou... Alors adolescente, je me souviens qu'en tout cas, dans la cour du collège, je faisais signer des pétitions contre des maltraitances sur des ânes ou contre des massacres de dauphins. Donc, oui, déjà quand même. Oui. Donc c'est vrai que quand ça m'arrive de recroiser des amis de l'époque, on en rit assez de cette évolution du parcours. Voilà, il n'y a que, du coup, dans vos amis de l'époque qui faisaient signer des pétitions avec vous, vous êtes la seule à vous être autant engagée? Non, elles ne faisaient pas signer des pétitions avec moi. Elles se souviennent de moi avec ma pétition dans la cour de récréation qui allait embêter tout le monde en demandant des signatures. Et voilà, elles regardent mon parcours avec bienveillance et puis avec un petit peu de fierté aussi parce que même si elles n'étaient pas engagées comme moi, je pense que d'avoir dans son entourage quelqu'un de très très engagé, forcément ça touche un peu et donc voilà, donc ça les touche aussi. Et alors le fait de vous engager et finalement aujourd'hui de consacrer toute votre vie à une cause professionnellement, c'est le fruit selon vous d'une évolution ou est-ce qu'il y a un moment clé où tout a basculé? Et vous avez décidé que vous vouliez aller à fond dans cet engagement et pas que ce soit quelque chose qu'on fait comme beaucoup de gens, et c'est très bien aussi, en plus de son travail ou en plus on fait partie d'une association. En fait, j'ai jamais fait de calcul. Simplement, effectivement, en sortant du lycée, je me suis embarquée dans une école de publicité, de marketing. En faisant des stages en entreprise, je me suis rendu compte que c'était pas du tout mon truc. Du coup, je me suis dit, il faut que je me pose et que je vois ce que je vais faire de ma vie. Et j'ai fait des petits boulots alimentaires, donc du télémarketing au téléphone. J'ai été serveuse aussi aux États-Unis. Et en fait, je me suis rendu compte que le matin, quand le réveil sonnait, j'étais triste et j'y allais à reculons.
Et j'ai l'impression de passer complètement à côté de ma vie. Donc j'ai fait un virage à 180 degrés. Là, j'ai repris des études. En fait, je voulais faire un master en sciences de l'environnement. Je n'avais pas un bac scientifique, donc j'ai refait une remise à niveau scientifique pour être acceptée en fac en première année. Et donc, à 24 ans, j'ai tout recommencé à zéro en me disant, ça va prendre les efforts qu'il faut. J'étais allergique aux maths et à la physique, donc c'est ce qui m'avait un peu bloquée à la base. Et je me suis dit, s'il faut que je mange des maths et de la physique, je vais le faire. Mais vous ne vouliez pas disséquer de souris. De souris. Non, c'est un élément de friction avec mes profs à la fac, effectivement. Donc on retrouve quand même tout le long du parcours une sensibilité très aiguë par rapport à la protection des animaux. Ça m'a jamais quitté. Quel que soit l'environnement dans lequel vous étiez, ça se manifestait. Mais en fait, même quand j'étais dans le marketing, je me souviens les projets de publicité que je pouvais faire. Il y avait une dimension environnementale. Je parlais de réchauffement climatique. Donc non, c'est quelque chose qui m'a jamais quitté, qui fait partie de moi en fait. Simplement, j'ai décidé à un moment donné, après avoir goûté à d'autres choses, m'être éloignée un peu de ce chemin-là, en tout cas professionnellement. J'ai décidé que ma place, elle était là-dedans et uniquement là-dedans, et c'est à ça que j'avais envie de dédier ma vie. Et je ne me voyais pas faire autre chose. En fait, on m'avait dit, mais t'as quand même du courage de reprendre des études à cet âge-là, etc. J'avais pas le sentiment d'être particulièrement courageuse, en fait. J'avais pas le sentiment d'avoir le choix. En fait. Oui, il fallait que vous rejoigniez votre voie. Oui, il y avait un chemin qui était pour moi. Je savais pas où il allait, hein, mais je savais que c'était dans cette direction, et voilà, et basta. Et donc, j'ai pas eu à réfléchir particulièrement. Pour moi, en fait, c'était pas une option de ne pas le faire. Donc, à partir de là, on avance. Alors, selon la formule consacrée, si j'ai bien compris, à Sea Shepherd, vous êtes prête à donner votre vie pour celle d'une baleine. Vous seriez prête à donner votre vie ou à vous engager autant pour une autre cause ? Je pense, oui. Ah, quoi d'autre ? Non, je pense que de toute façon, moi, quand je me suis engagée avec Sea Shepherd, effectivement, et Paul Watson m'a dit, est-ce que tu es prête à risquer ta vie pour une baleine ? J'ai dit oui, j'avais jamais vu de baleine de ma vie. J'ai jamais vu de gorille de ma vie. Si, j'en ai vu un aux eaux du Bronx, dans lequel j'ai été il y a 20 ans, et ça m'a traumatisée. J'étais en train de pleurer derrière la vitre de plexiglas, tellement il avait l'air triste. Mais voilà, autrement, j'ai jamais vu de gorille de ma vie, et pourtant, de savoir qu'ils sont exterminés dans leur forêt africaine, ça peut m'empêcher de dormir. Ça vous touche autant. Ouais. En fait, je pense que si je me suis engagée dans la défense de l'océan, c'est un concours de circonstances. Déjà, j'ai rencontré Paul Watson, ça a été déterminant. Mais c'est aussi parce que... Donc, Paul Watson, pour ceux qui ne connaîtraient pas, le fondateur de Sea Shepherd, on va en parler. Ouais. Mais c'est aussi parce que l'océan, pour moi, c'est presque la cause ultime. Le carnage qu'on fait dans l'océan, il est incommensurable, difficile à imaginer. Il est encore pire que celui qu'on fait à terre. Et Dieu sait qu'à terre, on en fait un carnage. Et c'est tellement difficile de sensibiliser les gens à ce qui se passe dans l'océan. Je me suis dit, en fait, s'il y a une cause perdue, c'est celle-là. S'il y a une cause qui vaut la peine qu'on se batte pour elle, c'est celle-là. Donc c'est là que j'ai envie de... Oui, il y a vraiment besoin. Ouais. Donc, Sea Shepherd a été fondé par Paul Watson. Est-ce que vous pourriez nous resituer un peu le contexte de la création de Sea Shepherd ? Oui, donc Paul Watson est un des cofondateurs de Greenpeace. Il y a eu des dissensions assez vite, en fait, parce qu'il était considéré comme trop radical par rapport au reste de la direction. Lui, il voulait faire plus que de la protestation, il voulait vraiment intervenir. Et du coup, c'est sur la campagne contre la chasse aux bébés phoques qui a eu lieu en 1977 que le clivage a été vraiment consommé. Parce qu'en fait, la direction de Greenpeace lui a reproché d'avoir confisqué le gourdin d'un chasseur de phoques. Ça a été considéré comme destruction de propriété privée. Et en fait, le chasseur de phoques était sur le point de fracasser le crâne d'un bébé phoque et Paul ne l'a pas supporté. On lui a demandé de s'excuser. Il a dit qu'il ne s'excuserait jamais pour avoir sauvé la vie d'un bébé phoque. Et voilà. Mais bon, c'était un divorce qui couvait, en fait. Du coup, il a créé Sea Shepherd avec pour mode d'action vraiment l'intervention contre les actions illégales en mer, du fait qu'il n'existe pas de police en haute mer. Il y a une impunité qui règne en mer qui est assez alarmante. Même dans les eaux territoriales, en fait, il y a très peu de contrôles, très peu de sanctions qui sont absolument pas dissuasives.
Il y a un laxisme et une permissivité ambiante qui fait que, en fait, on ne peut pas s'étonner du carnage. Hein. Oui, il y a des lois de protection, mais il n'y a rien pour les faire appliquer, en fait. Il y a des lois de protection qui ne sont même pas, en fait... je vais vous donner un exemple très concret. Le requin-renard. Requin-renard, c'est une espèce menacée. D'accord ? On autorise des bateaux de pêche qui ont des méthodes non sélectives à pêcher sur les zones où il y a des requins-renards. Donc forcément, on se retrouve à capturer des requins-renards. On appelle ça des captures accidentelles et on autorise la vente du requin-renard qui a été capturé accidentellement. Donc sur le papier, c'est une espèce protégée, mais en fait, concrètement, elle ne l'est absolument pas. Oui, c'est même quasiment encouragé, parce que si on autorise la vente... Et en plus, oui, on autorise la vente. C'est presque incitatif, effectivement. Exactement. Dans un cas qui va moins au bout de ça, on a quand même le cas des dauphins. Alors les dauphins, la seule différence, c'est que pour le coup, même si vous les capturez, vous n'avez pas le droit de les revendre. Le jour où on se retrouvera avec des dauphins à la criée ou dans les poissonneries, je pense que ça sera vraiment foutu. Mais par contre, voilà, c'est une espèce protégée et on autorise des méthodes de pêche non sélectives sur les zones habitat des dauphins. Et le résultat, c'est qu'on en tue des milliers chaque année, rien que dans le golfe de Gascogne. Quel est le bilan, en fait ? Parce que Sea Shepherd, ça existe depuis combien de temps alors maintenant ? Alors l'antenne internationale, donc créée par Paul Watson, c'est depuis 1977, donc ça fait 42 ans. Oui. L'antenne française depuis 2006. Dont vous êtes à l'origine. Dont je suis cofondatrice, oui. Voilà. Donc le bilan de Sea Shepherd, qu'est-ce que vous avez réussi à faire avancer, à faire changer ? Quelles sont les victoires dont vous êtes fiers ? Il y a énormément de... il y a des centaines de missions en 42 ans, des milliers de kilomètres de filets illégaux récupérés, des bateaux braconniers mis hors d'état de nuire. Donc il y a des baleiniers qui ont été coulés, mais il y a aussi des braconniers qui n'ont plus jamais pu prendre la mer. Des milliers d'animaux aussi protégés sur leur zone, sur leur habitat, par toutes les patrouilles qu'on peut mener. C'est extrêmement concret, des milliers de baleines dans le sanctuaire baleinier antarctique, par exemple, des milliers de dauphins aux îles Féroé, quand on pouvait encore y aller, parce que malheureusement, aujourd'hui, on doit affronter les frégates militaires danoises, donc c'est un peu compliqué. Voilà, et je l'espère, des milliers de personnes sensibilisées, inspirées par des actions. L'avantage aussi de Sea Shepherd, je pense, c'est que c'est des actions extrêmement concrètes, des actions coup de poing, qui mettent les sujets sur la table de façon audible et de façon très visible et très claire. Il y a tellement de rapports scientifiques qui sortent, avec des bombes à l'intérieur. Hein. Mais le problème, c'est que c'est indigeste et c'est pas très accessible au grand public. En fait, c'est un rapport de force. Hein. C'est pas autre chose que ça. Hein. C'est un rapport de force. Donc, les politiques vont voter les lois ou aller dans le sens du vent. Hein. Donc, aujourd'hui, le lobby de la pêche industrielle, par exemple, est un lobby qui est beaucoup plus puissant, beaucoup plus combatif et même hargneux que le lobby écologiste, tout simplement. Une question de moyens aussi. Il y a une question de moyens, mais il y a aussi une question, je pense, de conviction. On manque de sentiment d'urgence. Là, on parle de quelque chose de vital. Il y en a qui sont complètement décomplexés avec la violence, l'intimidation. Et dans le secteur de la pêche, c'est monnaie courante. Il y a une connivence aussi entre le milieu politique et le milieu de la pêche qui est indigne. Quand on a quelqu'un comme Pierre-Georges d'Archicourt, par exemple, qui représente le comité des pêches dans le nord de la France, qui se vante dans les médias d'échanger par texto avec le ministre de la Pêche au moment des négociations de quotas à Bruxelles, voilà, on sait qui est aux manettes. C'est pas les ministres, c'est le comité des pêches. Voilà. C'est eux qui font les lois. Du coup, est-ce que vous travaillez conjointement avec d'autres associations qui se battent au niveau de faire bouger les législations, de faire appliquer ? Ça dépend. Sur certains dossiers, ça peut arriver. Après, c'est vrai que nous, on travaille beaucoup sur l'anti-braconnage, où là, dans le cas des dauphins, dans le golfe de Gascogne, ça va être de la pêche industrielle. On est tout seul sur le terrain. Donc c'est rare qu'il y ait des collaborations, aussi parce qu'on est les seuls à avoir une flotte et à aller à pouvoir intervenir sur ces zones-là. Donc après, sur des recours juridiques, ça peut arriver qu'on fasse des recours communs, mais ça va être sur des questions plutôt liées, par exemple, à l'industrie de la captivité ou faire un peu de lobbying qui est pas...
C'est pas notre cœur de métier, en tout cas au sens où on l'entend habituellement, c'est-à-dire dans les couloirs de Bruxelles. C'est pas là qu'on passe du temps et de l'énergie. Oui, mais en même temps, c'est bien, vous êtes complémentaires. Il y en a qui sont Oui, plus voilà, là, d'autres qui sont... il faut attaquer sur tous les terrains. Mais nous, ce qu'on fait finalement en étant en mer et en médiatisant les problèmes, c'est une forme de lobbying. Comment se définit la mission de Sea Shepherd aujourd'hui ? C'est pas Alors, juste la protection des océans, si ? Comment on peut la résumer ou l'intituler ? C'est la défense de l'océan principalement, mais là-dedans, il y a la lutte contre le braconnage, la pêche illégale, il y a la lutte contre la pêche industrielle. Là, ça va être différent parce que ça va pas être de l'intervention directe, mais ça va être braquer les projecteurs, montrer les dysfonctionnements, montrer les abus, sensibiliser le grand public, permettre aux gens de faire le lien entre leur consommation de poissons qui explose et la destruction de l'océan qu'ils ne voient pas et qu'on fait tout pour leur cacher. On travaille aussi de plus en plus sur la pollution plastique, qui est en passe de devenir une des principales menaces sur la vie marine. Et on a un petit volet sur la captivité, où on passe moins de temps et d'énergie, parce qu'il y en a aussi d'autres qui sont là-dessus, mais qui n'est pas un problème anodin, je pense, parce que ça dénote aussi d'une forme d'exploitation et d'un rapport au vivant. Voilà, je pense que se dire que pour les enfants, c'est bien de voir une orque ou un dauphin en captivité, mais je pourrais l'appliquer aussi aux aquariums, hein. C'est juste que c'est beaucoup plus moins contestable pour des animaux migrateurs qui ont l'habitude d'avoir d'énormes territoires. Dire aux enfants, en fait, leur donner ce message que vous aimez les dauphins, vous aimez les orques, donc les voici, ils sont à disposition. Vous achetez un ticket, vous pouvez aller les voir et ensuite vous rentrez chez vous. Eux, leur maison, c'est ça. C'est pas leur enseigner ou leur transmettre des valeurs morales dont ce monde a besoin. C'est pas leur transmettre l'empathie, le respect de l'autre. L'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est pas d'enfermer, c'est pas de garder à disposition. On va pas voir une orque dans un bassin comme on irait voir un dessin animé au cinéma. C'est pas du tout la même chose. Là, on sacrifie les intérêts essentiels de ces animaux pour un plaisir superflu. Moi, j'ai une fille aujourd'hui, je sais que, voilà, sans doute que si elle voyait une orque sauter, elle serait émerveillée. Il ne me vient pas à l'esprit de l'y emmener, et je sais que si je lui explique, elle le comprend. Elle le comprend. Et je préfère qu'elle voit un bout d'aileron au loin, mais que ce soit un animal libre. Je pense qu'il y a beaucoup plus de magie à ça que de voir les dauphins faire leur numéro Oui, du au coup, ça Marineland. peut leur sembler malheureusement normal qu'ils soient en captivité, de les voir En fait, je pense que ça peut peut-être leur sembler normal dès lors qu'il y a des adultes qui leur disent « c'est normal, c'est comme ça », mais quand on leur explique, ça leur semble évident que c'est pas normal. Pas normal. Et souvent, c'est les adultes qui persistent à vouloir trouver des excuses, à justifier en fait cette captivité. Tout est bon pour le justifier, hein, la pédagogie, comme s'il y avait quoi que ce soit à apprendre sur le comportement naturel d'animaux qui sont dans un milieu artificiel. Il n'y a rien à apprendre de ça. Et quand bien même, j'ai envie de dire quand bien même, ça ne vaut pas le sacrifice d'autant de vies. Sea Shepherd donc intervient concrètement en mer pour la protection des baleines, la protection des dauphins. En fait, c'est toute la vie marine. Donc, on a eu des campagnes pour les concombres de mer, pour le krill. C'est juste que c'est des campagnes qui font moins de bruit parce que c'est des animaux qui sont moins charismatiques. Et puis, c'est moins sensationnel que de voir un petit bateau qui se met devant un gros baleinier. Devant un gros baleinier, oui. Mais en même temps... Voilà, on essaye vraiment aussi de transmettre ce message que la vie, les espèces sont toutes interconnectées, elles ont toutes une valeur intrinsèque. Je pense que c'est particulièrement important de sauver les dauphins et les baleines. Pourquoi ? Parce que justement, ce sont des animaux charismatiques avec un gros capital sympathie, et je pense que si on n'arrive pas à sauver cela, on ne sauvera rien d'autre. Voilà. Mais sinon... les concombres de mer ont tout autant le droit de vivre, ils ont leur rôle à jouer, et voilà, et il est important de les préserver au même titre que les baleines. Dans ce qui est décidé par des lois, par des États, pour juger que certaines actions sont illégales, officiellement, qu'est-ce qui est prévu pour faire respecter ces droits ? Qui s'en occupe ? Qui est censé s'en occuper, puisqu'apparemment, il n'y a pas grand monde qui s'en occupe. Dans les eaux territoriales, c'est censé être les gardes-côtes, la gendarmerie maritime, les affaires maritimes.
force est de constater que nous, on a passé 2 mois là, dans le golfe de Gascogne, on n'a pas vu grand monde, hein, à part des pêcheurs, et dont des braconniers qui braconnent en pleine zone interdite, sans même prendre la peine de couper leur AIS, c'est leur système d'identification satellite. Donc c'est dire le sentiment d'impunité totale qui règne. Bon, voilà. Hein. Donc là, dans le golfe de Gascogne, vous y êtes encore, je ne sais pas, pour les dauphins, par rapport justement à ces captures dites accidentelles, oui. qui en fait ne le sont pas Alors, vraiment. on y était de février à avril, et l'objectif, c'était de récupérer des images de ces captures, puisque pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est des cadavres de dauphins sur les plages. On voulait montrer ce qui se passe en mer. C'est très compliqué parce que la zone est très large, il y a beaucoup de bateaux, et nous on avait un bateau et 3 annexes, donc c'est compliqué d'être sur les bons bateaux entre guillemets au bon moment. Donc à chaque fois il y a des choix qui se font. Mais voilà, on voulait montrer déjà les dauphins, parce que on est vraiment dans la zone habitat des dauphins. Hein. Les dauphins, on les voyait tous les jours. On a les images des bateaux qui mettent leurs filets au milieu des dauphins. Enfin, c'est pas possible autrement en fait. Et c'est pour ça qu'on dit qu'en fait on n'est pas d'accord avec ce terme de capture accidentelle. C'est pas accidentel. On sait qu'on va les capturer, on sait qu'on va les tuer. Et on le fait quand même. Ce sont des dauphins qui sont sacrifiés. C'est une espèce protégée, on ne met aucun moyen pour les protéger. Aucun. Voilà. Il y a un laxisme total. Et non seulement ça, mais il y a une omerta sur le sujet depuis 30 ans qui est scandaleuse. L'État a tout fait pour couvrir le problème depuis les années 90. Resituez-nous. En fait, le problème, c'est que beaucoup de dauphins, donc j'ai vu sur votre site 6000 dauphins, pas tous dans le golfe de Gascogne, 6000 dauphins en moyenne mais... sur la façade atlantique. Ah oui, quand même, 6000 dauphins sur la façade atlantique. Ouais. Qui meurent, dû à quoi? Ils sont capturés par des engins de pêche, donc ça va être des chalutiers, mais aussi sans doute des seineurs, des fileyeurs et des navires-usines qui pêchent plus au large sur le talus continental. Il y a 2 zones de capture, une qui est plus proche de la côte avec des bateaux strictement français, et une zone plus au large avec des bateaux français, usines, mais aussi étrangers. Donc nous on a vu des Espagnols, des Allemands, mais il y a aussi des Hollandais. Et sans doute d'autres nationalités. Hein, mais, et qu'est-ce qui serait à faire pour que ça ne se produise plus? Il faut interdire les méthodes de pêche non sélectives sur les zones habitat des dauphins. C'est aussi simple que ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est les méthodes de pêche non sélectives? Il y a les fileyeurs déjà, donc ceux qui posent des filets. Aujourd'hui, les filets, on ne sait même pas combien il y a de fileyeurs dans le golfe de Gascogne. Ils sont tellement nombreux, on n'arrive même pas à voir la liste. C'est des petits pêcheurs, c'est de la pêche industrielle, on est dans quelle échelle? En fait, il y a des pêcheurs qui pratiquent la pêche industrielle. Par exemple, un chalutier pélagique, c'est pas de la pêche artisanale. C'est un bateau. Alors, il peut faire 12 mètres, mais faut voir la machinerie qu'il y a derrière. C'est pas artisanal. Artisanat, ça vient de mains. C'est les mains. C'est un truc qu'on fait avec les mains. Là, c'est d'énormes machines qui tractent des filets qui sont un énorme entonnoir qui prend tout ce qui passe. Donc en amont, il y a une demande trop forte de poissons. Si ces méthodes de pêche, elles ont été mises en place par l'Ifremer, hein, qui est un organisme d'État, hein, donc qui a développé des méthodes de pêche pour pêcher plus. Donc les pêcheurs concernés gagnent beaucoup d'argent et les consommateurs ont plus de poissons sur les étals. Moins cher. Moins cher, bien sûr. En 50 ans, on a doublé notre consommation de poissons. Voilà. Le résultat, c'est qu'on est en train de piller la mer et on tue aussi ceux qui ne sont pas directement visés, comme les grands prédateurs marins. D'une part parce qu'ils sont capturés dans les filets et d'autre part parce qu'on les affame. Parce que tous ces poissons qu'on mange aussi, qu'on capture, c'est leur première source de nourriture. Et autant nous, on est nombreux à pouvoir se passer de sardines, autant les dauphins, ils en ont un besoin vital. Et on ne peut pas leur proposer du tofu. Hein. Donc, voilà. Quoique certains poissons sont nourris avec des farines animales. Mais bien sûr, oui, mais ça montre bien les aberrations auxquelles c'est en ça que ont amené tous ces systèmes de surexploitation. Très fausse bonne idée, hein. Pour faire 1 kilo de saumon d'élevage, il faut 7 kilos de poissons sauvages. Bon, en plus, ça c'est bourré aux antibiotiques, ça a un impact environnemental qui est catastrophique.
Et puis sanitaire aussi, hein, pour la santé humaine, c'est un des aliments les plus nocifs. Vous avez donné plusieurs conférences TED devant un public et ensuite ces conférences sont visibles en ligne, elles sont toujours accessibles en ligne. Est-ce que vous avez constaté depuis vos débuts avec Sea Shepherd une évolution dans la façon dont le public vous perçoit Sea Shepherd et perçoit les causes que vous défendez? Oui, clairement. Quand j'ai commencé, il y a bientôt 15 ans maintenant, déjà Sea Shepherd était assez peu connu en France. Oui, ça restait confidentiel comme notoriété. Et puis c'était moins compris aussi. Ça pouvait être davantage perçu comme trop extrémiste. D'ailleurs, quand on a fondé l'antenne française, je pensais que ça resterait quelque chose de très tout petit, à l'échelle de l'association de quartier. Oui, comment ? Vous étiez une dizaine, je crois. On était 3 au début. Voilà, on est resté. C'est confidentiel. Ouais, c'était vraiment tout petit. Mais le capitaine Paul Watson était aussi, il y avait souvent pas mal de controverses autour de ses actions, donc ça devait pas être facile pour vous de commencer un mouvement. Mais moi, je me suis énormément renseignée sur le personnage et sur Sea Shepherd avant de m'engager. Et tout ce que j'avais pu lire de polémiques ou de controversées ou de critiques à son égard n'a fait que me convaincre davantage de le rejoindre en fait. Je me disais, mais moi je trouve ça génial. Il faut préciser qu'il n'y a jamais eu de mort, hein. Il n'y a jamais eu de mort, jamais de blessés. Parce qu'il y a des termes quand même extrêmement violents qui ont été employés. Oui, non, mais j'en ai entendu. J'imagine bien. Et pourtant, mais il y a eu des légendes urbaines qui ont circulé, notamment, je me souviens au Grand Journal sur Canal+, Jean-Christophe Ruffin qui sortait son livre Le parfum d'Adam sur l'écoterrorisme et qui explique comme ça, Une heure de grande écoute, que celui qui l'a inspiré pour faire ce livre est un Canadien qui s'appelle Paul Watson, qui n'a pas hésité à tuer des innocents pour sauver des baleines. Mais hallucinant. Et il balance ça comme ça. Aujourd'hui, ça passerait plus. Enfin, mais j'étais furieuse. Et je voulais porter plainte en diffamation, etc. Mais bon, le délai des 3 mois était expiré. Mais j'étais hors de moi. Enfin, on n'a pas le droit de faire circuler ce genre de calomnie. Aujourd'hui, ça passerait plus parce qu'aujourd'hui, Paul est trop connu. Oui. Sea Shepherd est quand même trop connu pour qu'on puisse balancer comme ça Une heure de grande écoute qu'on a assassiné des gens. Ça passerait pas. Oui. Donc, pour revenir à la question, donc vous avez constaté une évolution dans la façon dont le public vous perçoit et perçoit les causes que vous défendez. Oui, mais je pense que c'est aussi dû au fait, d'une part parce que Sea Shepherd est plus connu, donc on communique davantage, donc on clarifie aussi certaines choses, on s'explique aussi sur la philosophie qu'il y a derrière l'action, et aussi, je pense quand même, il y a une prise de conscience sur le public, là on va à la catastrophe, ça va de plus en plus vite. Ça va peut-être pas suffire de signer une pétition. On identifie plus clairement aussi les causes. Ouais, mais alors pour l'océan, il y a encore du chemin à faire, hein, parce que quand on voit par exemple qu'on diffuse des images de pêche industrielle, quand on voit l'effarement des gens, il y en a encore beaucoup qui n'imaginent pas ce que c'est la pêche industrielle, à quel point c'est le viol de la nature, Pourtant, c'est curieux parce que toutes les images qui ont circulé de L214 ou tout ça, et dans les abattoirs, par rapport soit les poulets ou je sais plus, il y a eu beaucoup d'exemples, on voit qu'il y a une capacité d'indignation qui se réveille sur ces sujets-là. Sur les poissons, pas trop. Sur les poissons, c'est plus difficile, effectivement, mais je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que voilà, aujourd'hui, quand vous dites que vous êtes végétarien, on vous propose encore du saumon, du thon. Les poissons, c'est pas des animaux. On parle des poissons en tonnes. On n'en est pas à parler des éléphants en tonnes. Donc ça décomplexe aussi toute la souffrance qu'on peut leur infliger. Hein. C'est ce qui fait qu'on en tue des centaines de milliards sans trop y penser, en fait. Il y a aussi le travers. Il y a des gens qui décident d'arrêter de manger de la viande pour des raisons environnementales ou parce qu'ils ont vu des images dans les abattoirs ou pour des raisons de santé et qui vont se rabattre du coup sur les poissons. Ça existe aussi. Non, c'est un vrai challenge en fait de sensibiliser là-dessus. C'est en ça que les dauphins et les espèces marines charismatiques peuvent être salutaires aussi pour ces espèces qui n'ont pas la chance d'avoir ce capital sympathie. Parce que si on arrive à protéger l'habitat des dauphins de méthodes de pêche non sélectives et destructrices, on protège aussi toutes les autres espèces qui habitent là avec eux et pour lesquelles c'est plus difficile de mobiliser l'opinion. Mais comme vous le disiez, il y a aussi le
problème que pour l'instant, dans le grand public, il y a très peu de conscience du fait que toutes les formes de vie sont interconnectées, qu'il y a des écosystèmes, qu'il y a une interdépendance. Et peut-être qu'il y a quand même une urgence à l'école maintenant, à faire passer ces idées-là aux plus petits. C'est indispensable à l'école déjà, mais même, nous on était sidérés de voir que dans les lycées maritimes, il n'y a pas d'enseignement à la biodiversité marine. Là, aujourd'hui. C'est aujourd'hui. On a eu une proposition de quelqu'un qui venait du lycée maritime de La Rochelle pour qu'on fasse une conférence, et en fait ça a été bloqué ensuite par la direction en disant non, c'est trop polémique. Mais s'il y en a qui doivent avoir cette formation à la biodiversité marine, c'est bien eux. Mais c'est trop polémique. Oui, parce que Sea Shepherd ne fait pas l'unanimité dans le monde de la pêche. Voilà. Il y a des pêcheurs qui nous soutiennent, ceux qui comprennent ce qu'on fait, ceux qui ont envie que la mer reste vivante après eux. Voilà. Mais il y en a qui sont dans une logique très court-termiste, très égoïste, et pour qui on est juste du poil à gratter. Là, c'est la grande dualité du moment, dans tous les domaines, je crois, dans tout ce qui est, que ce soit le climat, l'environnement. Il y a les visions court-termistes, souvent guidées juste par des intérêts économiques, et puis après nous le déluge, et puis ceux qui voient un peu plus loin. C'est ça. Le problème, c'est qu'actuellement, ceux qui sont aux manettes, c'est plutôt ceux qui ont la vision à court terme, et donc qui risquent d'entraîner tous les autres dans les abysses. Alors, certaines ONG écologistes sont aujourd'hui accusées d'impérialisme par rapport au fait qu'elles arrivent de l'étranger et veulent imposer des règles à des populations locales avec des méthodes assez discutables. Vous, quelles sont vos règles? Quelles sont vos limites? Et qu'est-ce que vous en pensez de ce débat? Nous, on a une approche très collaborative en fait avec les populations locales. Mayotte, je pense que c'est un bon exemple parce qu'on est arrivé à Mayotte en 2017. On a scruté un petit peu le paysage associatif local et puis on s'est rapproché de petites associations pas connues qui sont toujours d'ailleurs menées par des locaux, par des Mahorais de souche ou même par des Comoriens qui arrivent sur Mayotte et qui sont en première ligne, qui se battent avec rien. C'est avec eux qu'on a eu envie de travailler et l'objectif, c'est d'œuvrer ensemble. Je ne vois pas comment c'est possible autrement, en fait. Il faut absolument impliquer les populations locales. De toute façon, ils ont intérêt à garder une terre et une mer vivantes. Mais pour ça, il faut qu'on soit tous dans le même bateau. Donc, Mayotte, donc il y a la protection des tortues marines. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de braconnage sur les tortues qui viennent pondre sur les plages. Les tortues marines, c'est un peu la porte d'entrée, mais voilà, c'est beaucoup plus global que ça. C'est la protection, la défense du lagon qui a très peu de temps devant lui, vu comment il est braconné. Il y a une grosse tension aussi sociétale avec les migrants qui arrivent des Comores, une population qui explose sur l'île. Et du coup, ça crée des tensions entre les habitants, entre les migrants. Mais nous, on travaille avec tout le monde. On travaille même avec des migrants qui font de l'anti-braconnage avec nous. Il n'y a pas d'un côté les bons et les mauvais. Mais je pense que ceux qui se battent pour défendre l'île devraient avoir le droit de rester. Et ceux qui s'en fichent... J'ai envie de dire, ceux qui s'en fichent devraient changer de planète. Aujourd'hui, on ne peut plus Une autre planète, je pense que depuis le temps, moi, que je ne comprends pas qu'on aille chercher d'autres planètes pour éventuellement une vie future. Peut-être ça peut être Mais c'est là qu'on voit qu'on est complètement désaxé. Enfin, c'est pathologique d'essayer de trouver les moyens de vivre sur une autre planète alors qu'on a une planète vivante ici. Et qu'on n'arrive pas à la maintenir en vie. On est en train de la détruire. Voilà, exactement. Alors, certains États vous poursuivent, mais d'autres font appel à vous pour les aider. Je crois qu'il y a eu le Libéria, le Gabon. Le Libéria, le Gabon, la Tanzanie, le Mexique. Voilà, parce que je me demandais si c'était toujours sur l'Afrique ou est-ce qu'il y avait aussi l'Amérique latine ou l'Asie Oui, non, il y a aussi l'Amérique latine. Il y a eu par le passé, il y a aussi le Guatemala, les îles Galapagos, donc rattachées à l'Équateur. Et donc, ils vous appellent dans ces cas-là pour les aider. Et donc, on fait des patrouilles anti-braconnage avec eux, parce qu'ils manquent des moyens maritimes suffisants pour protéger leurs eaux territoriales. Donc, de la pêche illégale? Oui, tout à fait, oui. D'accord. Ouais. Voilà. Après, des pays qui nous poursuivent, il y a le Japon, mais sur la chasse baleinière en Antarctique, à laquelle ils n'avaient normalement pas le droit de se livrer. Oui, ils vous poursuivent alors que vous les poursuiviez parce qu'ils étaient dans l'illégalité.
Ah bah ceux qui complètement. vous poursuivent. Bah oui, oui, oui. Donc, de toute façon, quand on intervient en mer, c'est qu'on est face à des actions qui sont illégales. Il y a déjà tellement à faire avec ça que sur la pêche industrielle, on va surtout exposer, dénoncer et essayer de faire évoluer les lois pour que ça s'arrête, quoi. Mais quand tout ça a déjà été fait et qu'on est enfin arrivé à faire voter des lois, du coup l'action de pêche en question devient illégale, là il s'agit de faire appliquer la loi et c'est là que le bas Oui. blesse. Ce sont vraiment des combats d'endurance très longs, de persévérance Ah, pour réussir à... c'est une histoire sans fin, hein, vraiment, en- oui. avec beaucoup de détermination, parce qu'en plus, quand on sait que c'est rarement appliqué au final, il y a de quoi être découragé. Bah pour nous, ce qui est intéressant, c'est que quand c'est pas appliqué, justement, ça nous donne un levier d'action. C'est là que, justement, ce qui permet de, comment dire, de dépasser un peu cette frustration. C'est que nous, on est vraiment dans l'action, donc sur le terrain. Donc on se satisfait pas de se dire, bon ben, mince, tout ça pour ça. Non, non. Justement, si c'est illégal, ils n'ont pas le droit de le faire. Et donc là, nous, ça nous donne une légitimité pour intervenir. Et donc les baleines, le Japon s'en est où, Bah, puisqu'ils avaient réussi à contourner les interdictions, je En fait, crois. ils utilisaient un alibi scientifique pour chasser les baleines en Antarctique. Aujourd'hui, ils sont sortis de la Commission baleinière internationale. Du coup, l'avantage que ça peut avoir, c'est que ça leur retire cet alibi scientifique. Ils ne peuvent plus aller chasser en Antarctique. Ils continuent à chasser dans leurs eaux territoriales, avec un nombre de baleines limité par rapport à ce qu'ils pouvaient tuer auparavant. Donc, c'est... Mais là encore, qui contrôle du coup le nombre de baleines? Ah mais là, malheureusement, quand ils sont dans leurs eaux territoriales, c'est eux Ah oui, c'est qui ça. Donc fixent... en fait, c'est comme la Norvège et l'Islande, donc ils fixent eux-mêmes leurs quotas. C'est frustrant à ce niveau-là, mais en tout cas, ils ne vont plus chasser partout dans le monde, là où, notamment s'ils allaient en Antarctique, c'est pas par hasard, hein, parce que c'est très loin, ça coûte cher. S'ils y vont, c'est parce qu'il y a beaucoup de baleines à prendre à cet endroit. Donc au moins, les baleines en Antarctique et dans tout l'hémisphère sud sont hors de leur harpon. Maintenant, il reste le problème de la chasse dans les eaux côtières. Et là, là c'est beaucoup plus compliqué parce que si on intervient, on est face à des frégates militaires, hein. Donc, donc vous ne pouvez pas intervenir dans ces cas-là. non. Donc les grandes campagnes actuelles de Sea Shepherd, il y a donc les dauphins, Oui. les requins marteaux, avec l'histoire de Nausicaa. Oui, enfin ça c'est pas une grande campagne. Non, Enfin, c'est pas une grande campagne, mais c'est médiatiquement, on en a entendu beaucoup parler. Oui, en tout cas c'est un dossier, on va le dire. Un gros dossier. Oui, 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 qui est aberrant et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de laisser passer. Et tout ce mythe autour de la captivité comme élément de conservation, d'autant plus grotesque sur des espèces qui sont aussi fragiles. Et aussi, les requins marteaux sont des animaux migrateurs qui survivent très mal en captivité. On sait pourquoi ils sont une espèce menacée, hein, c'est à cause du braconnage et de la pêche industrielle, de la pêche non sélective. Voilà, hein, il n'y a pas de mystère, hein. Si on veut sauver l'espèce, il faut protéger leur habitat, c'est tout. Donc en France, en ce moment, il y a ça, les dauphins. Vous avez d'autres sujets de... Il y a les phoques, le cas des phoques oui. décapités aussi dans le nord de la France, Oui. où on a proposé une récompense de 10 000 € pour des informations qui permettraient d'identifier les coupables. Voilà, dans le nord de la France, on a un collectif anti-phoques qui s'est mis en place, qui milite pour que les phoques soient retirés de la liste des espèces protégées et que les pêcheurs aient le droit de les tuer. Voilà, parce que les phoques sont accusés de manger trop de poissons. Encore une fois, ce que mangent les phoques, la population de phoques là-haut, c'est dérisoire par rapport à ce que prennent nos bateaux de pêche. Pour vous donner un ordre de comparaison, toute la population de phoques qui est dans le nord de la France consomme 1500 tonnes de poissons par an. Un seul de nos navires-usines pêche 700 tonnes de poissons par jour. Et puis en plus, c'est les pêcheurs de Boulogne qui accusent les phoques de manger trop de poissons. Boulogne, c'est le premier port de débarquement de pêche français. 32 000 tonnes de poissons par an. Faut arrêter, quoi. Et puis là où l'hypocrisie est à son comble, c'est quand on a d'un côté un Pierre-Georges d'Archicourt, encore lui, qui dit les phoques mangent trop de poissons, on n'a plus rien, etc. Et qui, au moment de quelques mois auparavant, quand il s'agit de négocier les quotas à Bruxelles, dit il y a plein de poissons, donc il faut qu'on augmente les quotas sont trop faibles. Bon, il faut savoir, est-ce que les phoques mangent tout le poisson, donc il n'y a plus rien pour les pêcheurs, ou est-ce qu'il faut augmenter les quotas parce qu'en fait les filets sont pleins et ils n'ont pas le droit d'en prendre assez. Voilà, donc c'est vraiment ridicule.
Alors, vous avez une chaîne, vous avez un site internet évidemment, Sea Shepherd, et vous avez une chaîne YouTube qui a été enrichie de pas mal de vidéos récemment. Et on voit que l'utilisation des drones vous permet d'avoir des éléments pour témoigner de l'ampleur des dégâts. Je pense à la vidéo justement sur le carnage de la pêche industrielle. Ouais. C'est aussi dans les moyens de sensibilisation. Le fait maintenant d'utiliser les drones, en plus de vidéos, ça vous permet de toucher, d'informer plus. C'est encore une fois montrer ce qui est caché. Donc là, en l'occurrence, on l'a utilisé pour montrer le carnage d'un navire-usine, montrer un peu une vue de haut de ce que ça laisse derrière soi, et puis la façon dont ça fonctionne, le monstre que c'est. Il y a un banc énorme de poissons morts. Oui, des milliers de poissons morts. On n'imagine pas, quand on est à terre et qu'on mange du poisson, les dégâts. Oui, complètement. Et puis, on l'a utilisé aussi pour montrer un chalutier qui avait remonté un dauphin dans son chalut et qu'il avait caché donc, sur le pont. Voilà, encore une fois, c'est tout faire pour montrer ce qui est caché. De récentes études donc, ont démontré et alerté sur le fait que le phytoplancton subit un déclin inquiétant depuis 150 ans. D'ailleurs, j'ai vu que le capitaine Paul Watson avait fait une déclaration qui est sur votre site et sur la page Facebook de Sea Shepherd. Vous rappelez souvent le lien entre océan et climat et en fait on en parle très peu. On parle de l'impact de la déforestation sur le climat, des émissions de gaz à effet de serre, mais peu des océans et de leur rôle. Et quel est-il ce rôle des océans par rapport au climat? L'océan, c'est la première machine de régulation du climat, voilà. Même avant les forêts. Il nous fournit plus de 50% de l'oxygène qu'on respire. Donc, il faut bien se dire que quand on respire, il y a plus d'une inspiration sur deux qu'on doit à l'océan. Et quand on dit l'océan, c'est la vie marine. Hein, c'est pas la mer, c'est la vie marine. C'est pas la masse d'eau salée en elle-même, c'est vraiment c'est la vie marine, donc du phytoplancton à la baleine, en passant par les requins, les phoques, les thons, les sardines. Voilà, c'est tout cet écosystème-là qui nous permet de respirer. C'est notre souffle de vie. Et nous, on le considère comme un garde-manger, surtout comme un garde-manger. Quand vous dites aux gens les poissons, de la bouffe, c'est de la bouffe, voilà. Ou une déchetterie aussi, parce qu'on y balance à peu près tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi. Et puis maintenant la pollution plastique. La pollution plastique, d'ici 2050, les scientifiques estiment qu'il y aura plus de plastique que de poissons dans l'océan. Imaginez un peu le monde qu'on prépare là à nos enfants. Voilà. On ne peut pas parler du climat sans parler de l'océan. Il devrait être au centre des discussions. Voilà. Et c'est pas encore le cas. Et donc, voilà, c'est pour ça que je dis souvent, en fait, les poissons, avant d'être de la nourriture dans l'assiette de qui que ce soit, ce sont les ouvriers essentiels de la première machine de régulation du climat. Voilà. Et ils ont plus de valeur dans l'océan que dans l'assiette de n'importe qui. Il y a des gens qui ont davantage besoin que d'autres des poissons pour survivre. La plupart, l'énorme majorité des gens qui mangent du poisson pourraient très bien s'en passer. Voilà. Et si ces gens-là ne renoncent pas, on n'y arrivera pas. Aujourd'hui, si on suit les recommandations de l'OMS sur la consommation de poissons qui est conseillée, etc., vu le nombre qu'on est, en fait, on atteint déjà le double de ce que l'océan est capable de fournir en poissons. Donc on vide les mers et c'est encore pas assez. Donc voilà, c'est bombe à retardement écologique. Est-ce que les causes de toutes les situations que vous dénoncez ont quelque chose en commun? Est-ce qu'il y a un dénominateur commun? Oui, il y en a plusieurs. Il y a peut-être... il y a, je pense, une vision anthropocentrique du monde qui est de considérer qu'en fait, tout le vivant est à notre disposition, a été créé pour nous. On considère le monde, les animaux, la nature comme des ressources à exploiter, quelque chose dont on peut tirer profit, dont on doit tirer profit, qui n'a pas d'autre intérêt, pas d'autre raison d'être que de nous servir. Je pense que ça, c'est peut-être le cœur du problème, en fait. Et puis après, il y a aussi un mélange de paresse, d'apathie, de déni, de lâcheté. Voilà, tout ça mis ensemble. Dernière question. Lorsque vous avez pris la direction de Sea Shepherd France, l'activisme commando avec des actions coup de poing pour braquer les projecteurs sur une cause n'était pas très à la mode, comme on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que vous êtes heureuse de voir la nouvelle génération là, qui s'engage actuellement, s'engager de plus en plus massivement dans ce type d'action ? Je pense à tous les mouvements climat. Pour moi, la marche pour le climat, c'est bien, mais c'est pas un truc, c'est pas très combatif. Hein. Extinction Rébellion, ANV COP21, la désobéissance civile. Oui. Je pense que
Je ne dénigre pas ces actions, parce que je pense que c'est bien qu'elles se fassent, c'est important. Mais je pense que c'est d'autant plus important pour qu'on se rende compte au bout d'un moment qu'en fait, marcher, ça ne suffit pas, quoi. Et c'est bien de passer par cette étape-là. Moi, je la saute, cette étape. Mais vous, qu'est-ce que vous pouvez encourager les jeunes générations qui nous écoutent, et les moins jeunes d'ailleurs, mais qui ont envie de s'engager, qui ont envie actuellement, aujourd'hui, de participer, qui entendent ce qui se passe, qui ont pris conscience et qui veulent faire quelque chose? On peut rejoindre Sea Shepherd, évidemment, mais dans l'absolu, qu'est-ce que vous leur conseillez? Il y a mille et une façons de s'engager. Je pense que la meilleure façon de s'engager, c'est de mettre à profit de la cause. Et quand je dis la cause, c'est la défense du vivant, en fait. Donc, nous inclus, mais tout le reste du vivant. Mettre à profit ce qu'on sait faire de mieux pour ça. Et donc, ça ouvre un champ des possibles qui est énorme. Et voilà, il faut utiliser son imagination. Dans Sea Shepherd, on a tellement de profils différents. C'est vraiment... le champ des possibles est presque infini. À partir du moment où on décide de faire ce qu'on sait faire de mieux pour renforcer ce mouvement pour la vie. Voilà. Et je pense qu'après, chacun est peut-être le mieux placé pour savoir en quoi il peut contribuer le plus efficacement possible à ce combat qui est vital et qui est urgent. Soyons créatifs. Voilà, exactement. Et soyons courageux. Merci beaucoup, Lamia. Je vous souhaite une très bonne continuation. Merci vous commencez, je crois, une rubrique sur une chaîne télé ? Oui, sur Komodo TV, qui est une chaîne antispéciste où je ferai des rubriques sur l'actualité de Sea Shepherd et plus globalement sur les enjeux liés à la défense de l'océan. Voilà. Bonne continuation à vous. Merci. Un grand merci. Au revoir. Avec plaisir. Chers auditeurs, vous pouvez retrouver les liens vers les vidéos et le site de Sea Shepherd sur la page de ce podcast avec Lamia Essemlali sur le site sosweetplanet.com. Si vous avez apprécié cet entretien, merci de mettre 5 étoiles au podcast de So Sweet Planet sur iTunes. C'est très important pour qu'il ait plus de visibilité. N'oubliez pas de vous abonner, soit à la newsletter sur sosweetplanet.com ou sur iTunes au podcast, ou les deux, pour être informé des prochains podcasts mis en ligne. À bientôt.